Si à la fin du mois, tu regardes ton compte bancaire et tu te demandes où ton argent est parti, cette vidéo est pour toi. Parce que pendant longtemps, c'était moi. L'argent rentrait chaque mois et quelques jours plus tard, il ressortait. J'avais les factures, j'avais la voiture à payer, j'avais la nourriture, j'avais les petites dépenses que je ne voyais même pas. Et à la fin du mois, je me disais, mais attends, j'ai travaillé tout ce mois, pourquoi exactement? Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver 500 dollars par mois quand tu as l'impression que tout ton salaire disparaît. On va faire ça simplement, ok? Pas avec une théorie compliquée ou quoi que ce soit. On va regarder trois endroits où l'argent fuit souvent. Le logement, la voiture, la nourriture, food en anglais, et les petites dépenses invisibles. Et ensuite, je vais te montrer quoi faire avec ces 500 dollars une fois que tu les as trouvés et surtout, comment automatiser le système pour ne pas dépendre de ta motivation et ne pas te perdre le temps chaque mois. Je ne te parle pas comme quelqu'un qui a toujours eu le contrôle de son argent. Je ne te parle pas comme ce boss qui te regarde de haut ou quoi que ce soit. Je te parle comme quelqu'un qui a connu la ligne rouge, justement. À une époque de ma vie, je tenais un fichier Excel, tout simple, avec ce qui rentrait et ce qui sortait. Et presque tous les mois, la ligne du bas était toujours rouge. Ça fait mal à voir, laisse-moi te le dire ça. Je sais le sentiment que tu ressens. Mais c'est aussi le moment où tu arrêtes de te mentir. Tant que les chiffres sont dans ta tête, tu peux inventer des excuses. Une fois que ces chiffres sont écrits justement, ils commencent à te parler. Tu commences par te dire, ah ouais, c'est parce que j'ai pas écrit ça. Avant, je dépensais 400, je pensais que je dépensais 200 dollars en nourriture, mais en réalité, je dépensais 400. Et le vrai déclic n'a pas commencé avec un gros salaire. Il a commencé avec une règle très simple. Chaque dollar doit avoir une mission. J'ai bien dit une mission. Ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste, tu dois tout connaître. Et surtout, ce qui travaille pour toi, parce que c'est important. L'argent, c'est un outil. Il ne peut pas te contrôler. C'est toi qui dois le contrôler. Tu dois être maître de ton argent. Tu ne peux pas laisser du papier te contrôler. Tu vois un peu? Parce que si ton argent n'a pas de mission, quelqu'un d'autre va lui en donner une à ta place. Maintenant, où est-ce que l'argent fuit? Quand les gens disent je n'ai rien pour investir, parfois c'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas que l'argent n'existe pas. C'est qu'il fuit partout. Un peu dans le logement, un peu dans la voiture, un peu dans la nourriture, un peu dans les abonnements, les achats rapides, les sorties, les petites dépenses par-ci par-là. Tu te dis, bon, c'est 10 dollars ici. Bon, c'est 12 dollars là-bas. Bon, c'est ceci, c'est cela. Ok. Et comme chaque fuite semble petite, tu ne la respectes pas. Mais à la fin du mois, toutes les petites fuites se regroupent et elles deviennent un gros trou. Donc, regarde cet exemple que tu as à l'écran. Logement, 2300. Voiture plus assurance, 950. Nourriture, 900. OK? Petite dépense invisible, 450. Tu peux regarder ça et dire, normal, la vie est chère. Et oui, la vie est chère aux États-Unis. La vie est chère partout dans le monde. Mais si tu veux sortir du mode suivi, tu ne peux pas juste dire, c'est comme ça. Tout le monde vit ça. Tu dois demander, qu'est-ce que je peux récupérer? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Il faut toujours penser solution et ne pas regarder juste se fixer sur les problèmes. Solution, solution, tout le temps. Maintenant, on ajuste sans devenir extrême. Sur le logement, tu récupères 200. Quelqu'un va me dire, ouais, mais Yazid, tu parles du logement récupéré 200 comme si je pouvais déménager juste en un claquement de doigts. Peut-être dans ton appart, tu as deux chambres, tu peux louer la deuxième chambre. Supposons que tu ne peux pas faire ça, il n'y a pas de problème. Laissons le logement. Peut-être que ton lease va finir dans quelques mois, tu peux déménager. Mais laissons le logement, ne cherchons pas des excuses, ne cherchons pas la petite bête partout. Ok? Tu ne peux pas récupérer sur le logement. La voiture et l'assurance. Tu peux récupérer 175 là-bas. Sur la nourriture, tu récupères 100. C'est juste des petits trucs que tu enlèves par-ci par-là. Peut-être tu mangeais n'importe comment, tu faisais trop d'Uber Eats, DoorDash, ainsi de suite. Tu peux diminuer ça. Sur les dépenses invisibles, tu récupères 75. Le total récupéré, si on a magazine tout ça ensemble, tu as divisé à 550. À toi de voir. Je viens de te donner 4 endroits où tu peux récupérer 550. Supposons que le logement, oui, tu ne peux pas faire le logement là, mais la voiture, la nourriture, l'assurance, peut-être tu paies déjà 300 dollars en assurance actuellement, juste en appelant d'autres assurances, ils peuvent te donner un autre compte où tu récupères peut-être 100 dollars sur l'assurance en fait, tu vois un peu, parce que juste ça, tu as shop et rend. Donc, ne te fixe pas que, oui, parce que Yazid a dit le logement, forcément je vais récupérer 200 là-bas. Tu peux récupérer plus, tu peux récupérer moins, mais tu peux récupérer plus ailleurs, sur la voiture, peut-être sur la nourriture, ainsi de suite, tu vois un peu, tu vois le point. On ne parle pas de devenir moine ou quoi que ce soit. On parle d'arrêter de laisser l'argent fuir sans le savoir. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que je peux un jour investir? La vraie question est où est-ce que mon argent fuit déjà chaque mois? Tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de mesurer. Et c'est pour ça que la première étape, ce n'est pas l'investissement. La première étape, c'est la vérité que tu te dis. Les chiffres.
parce que les chiffres ne mentent pas. D'abord, regardons le premier poste qui est le logement. Et là, je vais être direct. Dans notre communauté, dès qu'on commence à gagner un peu mieux, le réflexe est souvent, je dois acheter ma maison. Je comprends parfaitement. On veut la stabilité. On veut prouver qu'on avance. On veut se dire qu'on ne jette plus l'argent par la fenêtre en louant. Chaque personne a son excuse. Chaque personne a son idée. Mais acheter trop tôt, laisse-moi te dire, peut t'écraser. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les faits. I speak with facts. Je ne parle pas avec les émotions. Surtout quand on commence à parler d'argent, d'investissement, je préfère regarder les chiffres que de mettre les émotions dedans. Acheter trop tôt peut t'écraser financièrement. Si tu peux louer, ok, par exemple, c'est mon cas. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais écoute-moi, mets les émotions de côté. Je loue à 3 000 actuellement, ok? Au lieu d'acheter une maison, le même standing de ma location, que je dis le même standing, le même nombre de chambres, la même taille, le square footage, ok? Si genre, je voulais acheter, et je ne parle pas juste comme ça, j'ai déjà fait l'estimation avec une banque, je voulais prendre un prêt pour acheter le même standing de maison, j'allais payer 6 200 par mois, ok? 6 200 par mois. Donc, arrondissons ça à 6 000 par mois ou plus au total. Tu n'as pas acheté la paix, en fait, si genre, je fais ça. J'ai une location qui me coûte à 2 950, disons 3 000, et genre, pour la même maison, si genre, je dois l'acheter, elle va me coûter 6 000, 6 200. Donc, 3 000 $ de plus. Je ne suis pas en train d'acheter la paix. Je suis en train d'acheter une maison avec de la pression. Tu vois un peu? Donc, fais tes calculs, ok, avant de te jeter dedans. Il y a beaucoup de montants quand on achète une maison que les gens n'estiment pas, que la banque ne va même pas te dire, et qu'après ça joue dessus, parce que la banque, justement, ne veut pas que tu aies peur. Mais quand tu commences à faire le calcul, tu te dis, voilà ce que je vais payer à la banque, voilà les autres frais qui vont s'ajouter dessus. Tu te dis, attends là, est-ce que je peux vraiment me permettre d'acheter cette maison? Donc, attention, je ne dis pas qu'acheter est mauvais. Je dis qu'acheter trop tôt peut devenir mauvais. Parce qu'une maison, ce n'est pas seulement la mensualité que tu vas verser à la banque. Il y a les impôts, il y a l'assurance, il y a l'entretien, ok? Une maison, ça s'entretient chaque année. D'autres personnes te disent de mettre même 1% de la valeur de ta maison en entretien, de garder ça à côté chaque année. Il y a les réparations que tu vas faire, le frigo qui se garde, et ainsi de suite. Parce que les maisons viennent avec justement ces trucs-là, les frigos, tout ça. Ils te vendent ça avec. Donc, ça va se gâter, le micro-ondes. Il y a les petites surprises auxquelles là, tu ne t'attendais pas. Donc, le chiffre qu'on t'annonce au début n'est pas souvent le maximum que tu vas payer. C'est souvent le minimum. Si la banque te dit que cette maison va te coûter 3 500, c'est le minimum que tu vas payer. Parce que les autres trucs, les impôts, les réparations imprévisibles, la banque n'a pas ajouté ça dessus parce qu'elle-même elle ne peut pas savoir. Tu vois un peu? Il faut ajouter ça. Or, quand tu loues, le montant qu'on te dit, c'est le maximum que tu vas payer justement. Donc, voici la règle simple. Si ton logement tue ta capacité d'investir, il travaille contre ton plan. Pendant une phase de construction, le cash flow passe d'abord. Ça peut vouloir dire louer plus longtemps. Ça peut vouloir dire choisir un logement moins impressionnant. Ça peut vouloir dire retarder un achat. Ce n'est pas reculer forcément. C'est garder de l'oxygène financier. Le deuxième poste, la voiture. La voiture est dangereuse parce que elle ne ressemble pas toujours à une erreur. Elle ressemble au confort. Elle ressemble au statut. Elle ressemble à une récompense. Tu te dis, j'ai travaillé dur. Je mérite cette voiture-là. Et parfois, c'est vrai. Mais si la voiture mange ton futur, elle coûte plus que son prix. Disons-nous la vérité. Une voiture, ce n'est pas juste une mensualité. C'est la mensualité, l'assurance, l'essence, l'entretien, les réparations. Et parfois, l'image que tu essaies d'acheter avec. Donc, pose-toi une question très simple. Est-ce que ma voiture me transporte ou est-ce qu'elle me retient? Même en récupérer 150 $ ou 200 $ ici peut changer ton mois. C'est pas petit, c'est 200 $ par mois. C'est pas petit. Si tu ajoutes ça en plus du calcul que je vous ai fait pour récupérer 500 $ en début de vidéo, ce n'est pas petit. Le poste numéro 3, c'est la nourriture. La nourriture et les petites fuites invisibles. C'est là que beaucoup de gens se mentent. Parce que personne ne voit le problème quand tu dépenses un peu ici, un peu là-bas. Un peu sur Uber Eats, un peu au supermarché sans liste, un peu en snack, un peu en café, un peu en abonnement que tu n'utilises même plus, les abonnements Uber. Mais l'argent ne juge pas tes intentions. Il compte juste sur ce qui sort. Regarde là les petits un peu, un peu. Uber Eats, 120 $. Café et snack, 80 $. Les courses à 100 livres, 120 $. Les fruits que tu prends par-ci, par-là, ainsi de suite. Jusque donc, tu n'as pas besoin même. Si tu veux te faire plaisir par-ci, par-là, les abonnements, 45 $. Pris un par un, ça ne fait pas peur. C'est juste 45 $ par-ci. Abonnement, c'est 45 $. Uber Eats, c'est à peine 120 $. Ça ne fait pas peur. C'est juste des centaines. Quand tu les ajoutes ensemble, c'est déjà plusieurs centaines de dollars. Tu n'as pas besoin de vivre triste. C'est pas ce que je dis. On travaille, c'est pour se faire plaisir aussi. Je suis complètement d'accord. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ce que tu fais en fait. Tu peux juste réserver cet argent. Dis, oui, cet argent, c'est pour me faire plaisir. Mais après ça, j'attends le mois prochain.
Tu vois un peu, tu as besoin de mettre de l'ordre. Si ça ne suffit pas, ok? Et si malgré tout ça, tu n'atteins toujours pas les 500 dollars, alors oui, tu peux ajouter un complément temporaire. Je dis bien temporaire, ok? Alors, quand je dis un complément travaillé plus, ne fais pas ça toute ta vie entière, ok? Livraison par exemple. Uber, les petits side income, les missions freelance, peu importe ce que tu veux faire. Mais le but n'est pas de t'oublier dedans pendant des années. Le but, c'est de créer ton premier système. Tu utilises le gig work, ok, les boulots alimentaires là, comme un pont, pas comme une prison, pour mettre les 500 dollars. Maintenant, une fois que tu as trouvé ces 500 dollars, qu'est-ce que tu fais avec? Première précision, si tu n'as aucun fonds d'urgence, commence par construire une base. C'est très important. Si tu as une dette très coûteuse qui te mange vivant, attaque ça sérieusement. Je ne veux pas que tu investisses ton dernier dollar juste pour dire que tu investis, juste pour faire beau. Mais une fois que la base est stable, c'est du genre, tu as mis ton fonds d'urgence en place, tu as remboursé tes dettes. L'erreur est de laisser cet argent dormir sans mission. C'est là que l'investissement simple entre en jeu. Ne fais pas du trading, ne fais pas des paris, pas des coups de chance, pas des choses bizarres en crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Du copy trading, ne fais pas tout ça, ok? Un simple système. Prenons juste l'image que tu vois à l'écran. 500 dollars par mois pendant 20 ans, ok? Ça fait 120 000 dollars sortis de ta poche. 120 000, ok? Mais si cet argent est investi régulièrement dans un actif large et diversifié, un ETF large et diversifié, il peut peser beaucoup plus lourd avec le temps. Je dis bien peu, parce que rien n'est garanti. Le marché monte, le marché baisse. Il y aura des années rouges. Donc, le but n'est pas de devenir riche en 6 mois. Le but, c'est de construire une habitude que tu peux tenir sur le long terme. Et comment tu fais ça? Le vrai secret, c'est l'automatisation. Tu ne dois pas investir avec ce qui reste. Parce que, à la fin du mois, il ne reste presque jamais rien. Disons-nous la vérité. Le jour où ton salaire tombe, le transfert part automatiquement. Payday, 500 dollars auto, compteur d'investissement. Et c'est terminé. La discipline, c'est bien, mais le système, c'est plus fort. Parce que la discipline, des fois, tu ne l'auras pas. Des fois, tu vas oublier. Or, si tu mets tes choses en automatique, tu n'as même pas besoin de réfléchir pendant que tu dors, le transfert est fait. OK? Si tu veux sortir du monde de suivi, ne commence pas à chercher le placement parfait, l'investissement parfait. Commence par reprendre le contrôle de ton argent. C'est un outil. Maîtrise ton argent. Ton argent ne peut pas te maîtriser. Tu es quand même un maître. Tu es un être humain. Maîtrise ton argent. Mesure tes chiffres. Coupe les fuites. Trouve ton premier 100 dollars. Ensuite, ton premier 200 dollars. Ensuite, ton premier 500 dollars. Et automatise. Puis, investis simplement. Ne cherche pas à faire du copy trading, du day trading ou quoi que ce soit. C'est comme ça que tu passes de la suivi à un système. Et si tu veux qu'on aille plus loin sur la bourse américaine, la bourse africaine, les ETF, le S&P 500 et comment construire un plan simple, rejoins Money School. Le lien est dans la description ci-dessous. Peace. I'm gone.